ça marchouille. Ok. Alors là, c'est le moment où je réfléchis à ma posture. Si je suis comme ça, j'ai l'air trop nonchalant. Mais si j'ai comme ça, j'ai l'air sur la Ouais, défensive. non, mais t'es beau tout le temps. Bonjour Julien, donc on est à Toulon-Joux aujourd'hui, Oui. donc on va échanger ensemble. Ce qui va nous intéresser, c'est déjà de découvrir Julien, qui c'est Julien, et puis après Julien, on va s'intéresser à ton jeu, Meute. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, qui tu es, et puis ton rapport au jeu de rôle, comment tu l'as rencontré, et comment on en est arrivé à je rencontre le jeu de rôle, je joue, et puis finalement, je crée mon truc. Ok, alors, vaste question. Je suis Julien Moreau, et auteur du jeu de rôle Meute. J'ai 46 ans, donc comme beaucoup de gens de ma génération, le jeu de rôle, je suis tombé dedans au lycée, je devais avoir 14 ans, quelque chose comme ça. Et voilà, je commence à jouer avec des copains, à plein de jeux. Moi je lisais, je me rappelle, j'étais au collège, je lisais beaucoup, etc. Et puis je suis tombé sur un bouquin qui s'appelait Le Seigneur des Anneaux. Ah oui. Et que j'ai adoré, et je cherchais d'autres trucs à lire dans le même genre, après une fois que tu l'as fini, tu vois. Et puis comme ça tu tombes sur des livres dont vous êtes le héros, et puis un jour tu as un pote qui te dit tiens, moi j'ai acheté ça, regarde, ça s'appelle Warhammer, tu fais bon, ok. Oh, et puis AD&D2, je me rappelle aussi, c'était les 2 premiers jeux que j'ai joués. Et cette intro-là, je peux la mettre pour tous les auteurs de 40 ans que j'ai C'est ce que je disais, c'est pas très original, je m'en excuse. Non, mais... Et ensuite, quand j'ai eu un groupe un peu stable de jeux de rôle, on a commencé à avoir des jeux un peu fétiches, un petit peu différents. Alors moi, j'ai pas été trop donjon. Ouais. Très peu, pratiquement peu. Effectivement, j'ai fait 1 ou 2 parties d'AD&D2, mais très peu. Très vite, on est passé sur le monde des ténèbres. Ouais, Vampire. Okay. Notamment Vampire. Oui, notamment, c'est vrai, parce que c'est vaste en fait le monde des ténèbres, Vampire. On a pas mal joué à Loup-Garou aussi. Bon, Werewolf forcément. Mais un peu à Changelin. Je me rappelle que moi j'avais fait jouer à Changelin. Putain, c'est vrai, il y a Changelin, il y a Mage et Race à l'époque. Oui, putain, c'est énorme. Hunter qui est venu un petit peu après. Il n'y a pas un truc où tu joues des fantômes aussi Race. C'est ça. Ok. Race, voilà. J'ai pas beaucoup joué à Race ni à Mage, mais les autres on avait quand même pas mal joué. Mais bon, Vampire restait un petit peu le jeu auquel j'ai le plus joué, qui m'a le plus marqué. Et moi en tant que MJ, après j'ai beaucoup fait 2 jeux qui m'ont beaucoup marqué également. C'est Ambre. Oui. Le jeu de rôle Sandé. Qui est ressorti, il n'y a pas longtemps, si, il y a peut-être un an. Non, ils n'ont pas refait une réédition de ce truc-là. Des romans, tu parles Non, du jeu. Ah, je veux pas que je sache. Peut-être je dis une connerie, je regarderai. Non, mais c'était pas. Et puis Nephilim, qui sont des jeux auxquels j'ai pas mal fait jouer. J'avais fait jouer notamment tout ce qui est Lion Vert, La Talente Fugitive, enfin des suppléments un peu iconiques de Nephilim. Donc voilà, c'est des jeux qui m'avaient beaucoup marqué. Donc ça je te parle des années entre les années 90 et 2000. Ouais. Pas des petits jeux apéro, quoi, des jeux assez avec des univers forts quand même. C'était un peu notre truc. Ouais. Puis on était lycéen puis fac, donc avec du temps. Pardon pour les étudiants sérieux, mais nous on jouait beaucoup. Hein. Ouais, voilà. Et puis après voilà, tu as souvent un âge où tu déménages, il y a la vie professionnelle, les premiers jeux, donc le jeu de rôle ça a été vraiment beaucoup moins. Et puis comme beaucoup, c'est-à-dire qu'il faut vraiment je suis un parcours assez traditionnel, c'est-à-dire la découverte à l'âge de 14 ans jusqu'à tes 20, 22, tu joues beaucoup. Et puis d'un coup, il y a eu presque 10 ans où je jouais que très rarement. C'était l'époque en plus où il y avait les MMORPG qui arrivaient, donc je me suis retrouvé en région parisienne. Parce que je suis marseillais aujourd'hui, je me suis retrouvé en région parisienne, donc un peu seul, je ne connaissais pas grand monde, etc. Et là arrive les MMORPG, tu te dis tiens, ça va me remplacer le jeu de rôle. Mais oui, c'est World of Warcraft essentiellement, j'imagine. Alors j'ai un peu joué à World of Warcraft, moi je jouais à l'Otro, le Lord of the Rings Online. Oui. Un tout petit peu joué à Rhizome aussi. J'ai joué. Bah oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas que. Il y en avait plusieurs. J'ai pas fait tant de WoW que ça en fait. Et puis ça a correspondu aussi, cela dit, je pense, il y a eu, dans les années 2000, il y a eu le jeu de rôle avec une petite crise, on va dire, une assez grosse crise. Et puis, quand je suis revenu sur Marseille, donc 2009, un truc comme ça, je me suis rapproché d'une association qui s'appelait Oniria, qui était présidée par Benjamin Dibling, qui est
Oui. qui est un homme multicasquette, mais qui est bien connu dans notre petit milieu, et qui faisait des conventions, qui faisait des parties d'un club, etc., etc. Et puis c'est là que vraiment j'ai repris très fort le jeu de rôle. C'est là aussi, dans 2010-2011, tu vois, que les premières idées pour faire mon propre jeu, alors bien entendu, comme tout bon rôliste et tout bon ado, j'avais déjà essayé de créer des petits trucs, des machins, mais rien de bien. Là, c'est cette période-là, 2010-2011, où j'ai commencé à avoir, tiens, moi aussi j'aimerais bien créer un truc, alors j'aime bien les goûts, mais je voulais un truc sur le collectif, sur réfléchir à quelque chose sur le vivre ensemble. Une quinzaine d'années finalement, donc ça commence à... Meute commence à venir dans... Meute est sorti en 2018. Ouais. Et donc les premiers trucs où je commence à écrire des choses, on va dire c'est 2010-2011. D'accord. C'était pas abouti, hein, mais c'était, voilà, ça a commencé, la maturation a commencé là, quoi. Voilà. Et voilà, et puis voilà comment j'ai commencé, on va dire, et repris le jeu de rôle. Alors, et puis c'est vrai qu'à cette époque-là, je me suis intéressé à d'autres jeux que ceux par lesquels j'avais commencé. Je sais que par exemple, moi, Tengan de Jérôme Larrey m'avait beaucoup influencé, parce que c'est un jeu qui dit, bon, bah, vous avez commencé par, comme dans Meute, vous avez commencé par créer le groupe, avant de créer les personnages, essayer de créer le concept de la campagne, quel va être votre cadre, les menaces, les alliés, etc., etc. Et après, vous créez vos personnages, donc ça m'a beaucoup influencé. Avec cette création un peu collaborative. Un peu collaborative de l'univers, tout à fait. Où chacun, on fait des tours de table si tu veux, et chacun va apporter sa pierre à l'univers. Exactement. Okay. Et toi, en tant que meneur, bon, bien sûr, tu as tes trucs, mais tu récupères ce qu'ils ont dit pour l'incorporer, ce que tu vas faire. Et ça m'avait marqué. Et puis après, on arrive petit à petit dans l'époque d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec de multiples éditeurs, de multiples jeux qui sortent. Je ne sais pas si vous savez, on dit souvent les débats sur l'âge d'or des années 90, comme ça, où on vendait énormément de jeux. Peut-être qu'on en vend un peu moins aujourd'hui, c'est possible, j'en sais rien. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'en termes de diversité, on n'a jamais eu autant. Moi, je trouve que la proposition est même plus riche. Enfin, c'est peut-être un souvenir un peu biaisé, parce qu'on sait tous qu'on peut avoir un rapport à nos souvenirs, peut-être qui est un peu... Voilà. Mais moi, j'ai cette impression de... Bon, après, je pense que c'est cyclique, c'est-à-dire que je pense que c'est un peu comme tout, c'est-à-dire qu'il va y avoir un âge d'or, il va y avoir sûrement un petit moment où ça va décliner, et puis peut-être ça tombera, et puis ça reviendra. Enfin, ça peut se passer comme ça. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, moi, je trouve qu'il y a une variété de propositions assez, c'est énorme. Assez énorme. Je pense honnêtement, je pense pas que ce soit qu'une impression. Je pense qu'il est indéniable que la diversité de ce qui sort par les éditeurs, par l'auto-édition, tout ce qui est, on regarde tous les jeux qui sortent dans le mouvement indépendant, si tu veux, rajoute les éditeurs étrangers qui nous parviennent aujourd'hui. Exactement. Regarde, on a des jeux scandinaves, on a des jeux bien sûr américains, on a des jeux... Quand tu vois les jeux japonais même, qui arrivent, quand tu vois Ryutama qui arrive, qui vient du Japon, exactement. Alors les jeux italiens, les jeux espagnols, enfin, je veux dire, on a les jeux polonais, on a beaucoup de choses qu'on n'avait pas avant. Enfin, je veux dire, maintenant, c'est devenu international, et en plus une production française qui est foisonnante. Tout ne réussit pas, évidemment, tout n'est pas à mon goût forcément, mais je veux dire, ça serait quand même... de mauvaise foi, je pense, de dire que dans ce qui sort aujourd'hui, je ne trouve pas ma carte. Ah oui, je pense que oui. De diversité que... Bon, voilà. Donc voilà, écoute, pour me présenter rôlistiquement parlant... Bah écoute, c'est déjà une belle présentation. Alors moi, Meute, alors je connais pas le jeu, en toute sincérité, mais j'ai été curieux, et après, tu sais, et oui, quel raté. Après, j'étais curieux, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que, comme tu dis, il y a tellement de trucs qui sortent que du coup, tu te dis, tiens, moi, ce qui m'avait alerté déjà, le nom, moi, m'avait alerté. Meute, je trouvais que c'était un nom, je sais pas, pour moi, il y a un nom fort derrière ce jeu. Alors, si tu veux une exclue. Ah, bah vas-y, dis-moi. Ça va faire rire, c'est un pote. Quand j'avais bien avancé sur Meute, mais que je n'avais pas encore... C'était avant d'avoir les contacts avec John Doe Edition, qui sont l'éditeur de... je cherchais le nom. Et à l'époque, je lisais un peu, pour justement essayer de voir un petit peu, je lisais pas mal de ce qu'on appelle la bike-lit. C'est-à-dire les romans d'urban fantasy, souvent assez romantiques, voire érotiques parfois, mais où tu as des loups, des vampires, des machins, tout ça. Et je trouvais que ça serait intéressant. Le premier dérivé de nom que j'ai eu pour le jeu, c'était Bite, avec un point d'exclamation. Ouais, qui était pas mal. Et du coup, je demandais au copain, et j'avais un copain qui m'a dit, tu veux vraiment appeler ton jeu Bite ? Ouais. Et voilà, je sais pas si tu vas pas couper ça. Non, je vais le garder, c'est très bien. Mais c'est vrai que je comprends, tu vois, je comprends. Effectivement, c'était pas une bonne idée. Ça passe pas partout, tu vois. Et puis en plus, c'est vrai que Meute permet de mettre dans le titre l'accent sur ce qui m'intéressait, en fait, c'est-à-dire sur le collectif.
Exactement. Ben, voilà, tu as mis dans le mix, c'est-à-dire que moi, j'ai trouvé qu'avec ce nom, on racontait beaucoup de choses. C'est-à-dire que Meute, pour moi, ben, évidemment, j'imagine le loup derrière. Il y avait en plus, je trouve, des visuels très forts sur l'écran. Je ferai des incrustes en vidéo. Le jeu lui-même, je trouve que c'est très beau. Il est Il faut remercier Olivier Sanfilippo. Exactement, bah, bravo Olivier Sanfilippo, très très beau travail. Le nom, où voilà, Meute, il y a cette idée de groupe, il y a cette idée effectivement le loup, et déjà ça m'avait interpellé, je me dirais un jour il faut que je mette le nez dedans, tu vois, donc ça sera l'occasion maintenant qu'on va en parler. Et puis Benjamin Dibling aussi, que je connaissais, alors moi, que j'ai connu tout jeune quand il était venu au Tisseur de rêve à Toulon, donc convention de jeu de rôle, c'était dans les années... Il a beaucoup marqué, il en parle régulièrement. Ouais, il a fait. Enfin, nous, on l'a croisé. Ouais, bonjour Benjamin. On l'a croisé tout jeune et c'était assez rigolo parce que on voyait que c'était un garçon qui était mordu de jeu de rôle et il essayait. Je me souviens d'essayer de jouer à plein de trucs, etc. Et en fait, comme il était un peu jeune, je reconnais même nous des fois, on était entre, tu sais, vieux du jeu de rôle, les papas, tout ça. On avait nos tables de fête. On voyait ce petit jeune qui s'excitait, qui voulait jouer à des trucs et je sais même pas si une fois on lui a pas dit, bah écoute non, tu sais, on est plein, machin et tout. Et il a pas lâché l'affaire, et il a fait son truc, et après en spectateur je me suis dit tiens dis donc, mais Benjamin Dibling ça grossit, il fait son truc, il monte son truc à Marseille, et puis bon, il accomplit de très belles choses avec le parcours. Alors je connais pas tout ce qu'il fait, mais dans le jeu de rôle, dans le jeu vidéo, enfin voilà, aujourd'hui dans le jeu de rôle il a fait pas mal de choses, dont une participation effectivement. Supplément sur Paris, c'est ça? Alors lui en fait voilà, le supplément qui s'appelle Errance va présenter plusieurs régions de France. Ouais, bon on en parlera après, mais voilà, et lui il en a fait une sur Paris, mais évidemment il a écrit, donc je crois que la dernière chose qu'il a sorti effectivement c'est la Complainte du papillon. Voilà. Ouais. Mais il a fait beaucoup de choses pour Crime, pour Dragon, pour dans le jeu de rôle, il a fait pour Tale of the Loop, il a fait beaucoup de choses pour plein de jeux, et puis bien sûr il a fait beaucoup de choses dans beaucoup d'autres dans le jeu vidéo. Bah oui, exactement. On va pas tout. Ouais. Bon, voilà, on va pas parler de Benjamin Dibling à un moment donné. Non, mais voilà. Il y aurait trop à dire. En tout cas, hyper créatif et qui a baigné dedans petit et qui est jamais sorti de ça. Quoi. Et voilà, et c'est vrai que, pour relier ce que je disais tout à l'heure, donc il avait cette association qu'il présidait à l'époque sur Marseille. C'est là que je l'ai rencontré, moi, et c'est le moment où j'ai reconnecté avec le jeu de rôle. D'accord. Voilà. Et Meute alors, donc on voit donc un projet qui a commencé à mûrir il y a déjà pas loin d'une quinzaine d'années finalement, entre les premières idées. Et qu'est-ce que tu veux raconter avec ce jeu de rôle? C'est quoi la proposition? Si tu devais le pitcher, comment tu nous le... Alors, en fait, l'idée de base, comme je te disais tout à l'heure, les loups, effectivement, j'aime bien les loups. Et puis, j'avais cette idée de vouloir faire quelque chose sur le collectif, précisément sur le vivre ensemble. On peut, bien entendu, jouer au premier degré sans se poser de questions. Mais j'aimais l'idée d'avoir un sous-texte, d'avoir une thématique, si tu veux. Et donc, j'ai essayé de voir, je m'intéresse assez au folklore aussi. J'aime bien les légendes et comment on peut les twister pour en faire quelque chose de ludique, évidemment. Et donc voilà, c'est ce que j'aimais bien par exemple avec Nephilim aussi. Tu prenais une légende qui existait dans notre monde et puis tu modifies ce que tu voulais pour en faire quelque chose avec lequel tu pouvais en faire du matériau de jeu. En fait. Et disons que moi, j'aimais l'idée. Alors il y a plusieurs choses qui se sont télescopées. J'aimais l'idée de prendre l'histoire, de prendre le folklore et d'en faire un matériau ludique. Parce que ça te permet d'avoir, comme les gens peuvent connaître l'histoire, connaissent les légendes, etc., l'imaginaire commun se développe beaucoup plus vite que quand tu crées ex nihilo. Tu vois ce que je veux dire? Tu as, si je te fais vivre une transe de mémoire dans le passé, sous Louis XIV, etc., tu as déjà tes propres références. Ouais, on a des références communes, voilà, on part du même point. Quoi. Exactement. En plus, le fait de jouer un jeu contemporain à la base permettait de... moi, en fait, très vite, j'ai voulu faire un jeu qui joue sur notre décalage. D'accord. Je m'explique. Donc jeu contemporain, on est dans un univers contemporain. Voilà, on est sur le contemporain, mais il peut y avoir, un peu à l'Highlander, tu sais, des scènes dans le passé. D'accord. Voilà. Je reviendrai si tu veux. Mais l'idée, c'était de jouer sur le décalage. J'avais remarqué, tu vois, dans le boulot étudiant, je travaillais comme caissier de supermarché. Et pour le Mardi Gras, ou je ne sais plus quoi, on se déguisait. Et j'avais remarqué que quand tu te déguisais pour Halloween, donc c'était pour Halloween, je vais être. Et quand tu te déguisais, une année, je m'étais déguisé en gros monstre, machin et tout ça, les enfants avaient peur. Les adultes, ça les faisait rire. Et puis une année, je m'étais juste déguisé un petit peu en vampire, j'étais un peu blanc. Et puis quand je souriais, j'avais des crocs. Les enfants ne remarquaient même pas. Mais les parents, ça les mettait mal à l'aise. D'accord. Et ça, je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant. Ça m'avait marqué à l'époque. Ouais, je comprends. En fait, après, je me dis, j'aime bien jouer le décalage, c'est-à-dire que ce que le contemporain te permet,
c'est vrai que tu vas plus facilement rentrer dans le monde parce que c'est ton univers, tu connais, mais il y a un twist. Mais il y a un truc qui n'est pas tout à fait comme il devrait être. Et ça m'a plu. Alors, c'est pas un jeu d'horreur pur et dur, hein, même s'il peut y avoir des éléments horrifiques. Mais ce que j'aime bien avec le surnaturel en mode low fantasy, tu vois, en mode. Ouais. Enfin, à dose dosée, voilà, quoi. C'est ce petit truc du décalage. Évidemment qu'on est capable de se changer en loup, mais c'est pratiquement ce qui est le plus spectaculaire, le plus machin. J'aime bien, en fait, ces petites enquêtes où tu commences, tu sais pas vraiment si c'est surnaturel ou pas. Ouais. Et puis après, tu développes, quoi. Et donc, j'avais toutes ces idées-là qui venaient. J'ai envie de faire un jeu collectif, j'ai envie de faire un jeu contemporain avec pas de la fantaisie, du surnaturel, mais pas trop, qui joue quand même cette carte de décalage, etc. Et donc tout ça, petit à petit, tu mets ensemble. J'avais envie de jouer avec le folklore, avec l'histoire, bon bref. Bien sûr, tu fais des premiers jets, des premiers tests. Il y a beaucoup d'idées qui sont dans le jeu viennent d'ailleurs. Hein. Je disais alors l'influence de Tenga, par exemple. On peut aussi citer l'influence d'Hollywood, parce que la façon dont, tu sais, il y a les... comment ça s'appelle, les Bastard Points, là, je ne sais plus dans Hollywood, qui sont des points que tu peux utiliser de façon narrative pour improviser quelque chose. Ouais. En mode, tu as des vécus qui sont tes compétences, si tu veux, et tu peux aussi utiliser pour, si tu as un extolar, ok, tu sais peut-être crocheter une porte, mais si tu es en train d'entrer dans un bar un petit peu louche, un peu miteux, etc., tu peux dire au meneur, tiens, le type là, en fait, c'était mon voisin de cellule. Des choses comme ça. Okay. Et donc, il y a bien entendu, on ne crée jamais de nulle part, hein, il y a des sources partout. Et donc, petit à petit, ça a pris un petit peu de temps, mais petit à petit, j'ai essayé de mettre tout ça en cohérence. C'est-à-dire de trouver, j'ai un univers qui va être un univers en France, parce que c'est ce que je connais le mieux, en utilisant les légendes de notre folklore, pour en faire des créatures, pour en faire des situations un petit peu. Et les joueurs vont jouer ce qu'on appelle des neuries dans le jeu, qui sont donc des lycanthropes, qui descendent d'une tribu qui a vraiment existé, en se disant passant. Je ne pense pas qu'ils étaient des lycanthropes, mais il y avait vraiment une tribu d'Alexandre. On vérifiera. Voilà, qui s'appelait les neuries. Si on a un témoignage. Et, voilà, de première main. Et du coup, de leur proposer... Ça s'est bâti un petit peu comme ça petit à petit. Et alors l'idée, quand tu me dis de pitcher le jeu, je dis souvent, c'est un jeu sur vivre ensemble. Pourquoi ? Il y a 3 niveaux. D'abord, on joue 2 personnages. On joue l'humain et on joue le loup. Le loup est dans ta tête. Il dort entre guillemets au début, et puis petit à petit, quand des situations vont se passer, selon la personnalité du loup, parce qu'il en a une, il va commencer à se réveiller. Par exemple, si c'est un loup dominant, quand on te manque de respect, il va lever une oreille comme ça, qu'est-ce qui se passe ? Petit à petit. Et du coup, il va peut-être revenir plus en surface, j'imagine. Il va revenir de plus en plus en surface. Et toi aussi, si tu utilises, chaque fois qu'il y a une petite jauge, chaque fois que tu utilises ses capacités, il se réveille un peu plus puisque tu utilises ses capacités. Donc par exemple, si tu veux, il y a une force mystique qui unit tous les membres de la meute, qui s'appelle le lien de meute. Quand tu pioches dedans, le loup, forcément, il ressort un peu plus, tu vois, des choses comme ça. Et du coup, à un moment donné, si ça monte tout en haut de la jauge, le joueur switch, c'est-à-dire tu jouais l'humain, maintenant c'est le loup qui prend le pouvoir. D'accord. Et donc le joueur doit assumer un roleplay qui va coller avec ce nouveau personnage. De toute façon, c'est son personnage. Les deux sont son personnage. C'est lui qui a créé l'humain, c'est lui qui a créé le loup. Et finalement, c'est lui, même s'il y a des choses qui peuvent être un peu plus automatiques, mais c'est lui qui va gérer un petit peu sa jauge. Donc d'un coup, tu bascules avec l'humain, et là, bien entendu, selon comment tu as fait ton personnage, tu peux avoir quelque chose de très stable. C'est-à-dire, le loup et l'humain, finalement, s'entendent assez bien, sont assez proches l'un de l'autre. Et c'est pas très spectaculaire quand tu passes de l'un à l'autre. Ouais. Par contre, tu peux aussi, évidemment, faire le Dr Jekyll et Mr Hyde, entre guillemets, et avoir un humain qui est, par exemple, dans les pré-tirés que je fournis, tu as un humain qui est un bricoleur, très gentil, toujours affable, jamais un mot de trop, etc. Et son loup, au contraire, c'est une brute de guerre extrêmement agressive et violente. Ou au contraire, tu peux avoir une vieille mamie qui est un peu langue de vipère, un peu pain bêche, etc. Et sa louve est quelqu'un de très traditionnaliste, qui obéit vraiment au leader de façon stricte et qui fait jamais un pas de côté. Donc voilà, tu peux t'amuser, bien entendu, comme ça. Et donc le premier truc de se vivre ensemble, c'est déjà, moi, comment j'articule ces 2 esprits. Ensuite, je fais partie d'une meute. La meute, ça veut dire quoi ? D'abord, il y a un chef, l'alpha. Alors attention, je précise, parce que ce n'est pas forcément un mâle alpha, je n'ai pas du tout ce genre de c'est un leader. Un leader. Et s'il est leader, c'est parce que les autres ont choisi que ce soit lui le leader. D'accord. C'est pas parce qu'il a cassé la tête à tout le monde, c'est simplement parce qu'on a estimé que c'était lui le meilleur. Et effectivement, s'il s'avère que c'est pas lui le meilleur, peut-être qu'il peut se faire renverser. Et ensuite, l'un des jeux de la dynamique de groupe, c'est de savoir quand il donne des instructions, tu le respectes,
à l'esprit, à la lettre, avec beaucoup de mauvaise foi, ou pas du tout, selon les situations, et comment, des fois, on va jouer avec cette autorité-là, en faire quelque chose de ludique et non pas un truc, une contrainte insupportable. Oui, pas le subir, quoi. Voilà. Et en plus, il y a un petit système de relations, c'est-à-dire qu'il y a ce que tu penses de chacun de tes... Tu dois créer, normalement, Thierry, c'est déjà fait, ce que tu penses des autres personnages, et tu peux, certes, les aider grâce à ça de temps en temps sur un jeu, mais tu peux aussi leur imposer des choses quand tu as un conflit avec eux. D'accord. Voilà, avoir gain de cause grâce à ça. Ouais, ça pousse au roleplay entre joueurs. Ouais, on essaie de pousser pas mal aux interactions. C'est ce que j'appelle le deuxième truc du vivre ensemble, c'est-à-dire à l'intérieur de la meute. Et puis il y a le troisième, c'est-à-dire que la meute, elle est sur un territoire. Alors, dans le livre de base, on est sur le Gévaudan, qui était pratiquement la région obligatoire à développer quand on parle de légendes, de folklore et de loups, et de lycanthropie. Donc il y a ce territoire, pourquoi ? Parce qu'au-delà de la meute, il y a d'autres acteurs du monde surnaturel dans la meute, d'accord ? Il y a des chasseurs, donc on essaie de se cacher, les meutes sont habituées à vivre parmi les humains cachés, elles ont un métier, elles ont donc il y a des humains qui sont au courant de leur existence quelque part. Il y en a qui peuvent être sympas, il y en a qui peuvent être moins sympas. Les neuris, donc les lycanthropes, sont ce qu'on appelle dans le jeu des âmes doubles, humains et loups. Et il y a d'autres âmes doubles, d'autres types de créatures avec un esprit humain qui a une interaction particulière qui peut être très différente ou très proche des âmes loups. Par exemple, on a les vouivres qui sont des femmes serpents, ou des choses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'elles vont forcément se transformer en serpent, c'est pas le cas de la vouivre par exemple, mais elle a quelques attributs reptiliens, on va dire. D'accord. Et ça, son changement se fait très différemment, c'est-à-dire qu'elle est très humaine, et au fur et à mesure que le temps passe, elle est de plus en plus reptilienne dans sa personnalité. Par exemple. Ouais, d'accord, il y en a d'autres. C'est d'autres. Voilà, il y a un petit vestiaire, on va dire. Et puis, le dernier truc qui rejoint vraiment le folklore, ce sont les incarnés. Les incarnés, ce sont des légendes qui s'incarnent dans une personne, dans un lieu, par exemple. Typiquement, tu peux partir sur le fait qu'un ogre, ce soit une créature, enfin un esprit qui s'est emparé d'un humain, qui a écrasé complètement sa personnalité, là pour le coup, et qui commence à avoir de petites transformations, et surtout qui lui impose une encre, c'est-à-dire quelque chose qu'il doit faire pour rester en vie, rester là. Dans le cas d'un ogre, c'est souvent pas très cool, c'est souvent manger des os d'enfants, par exemple, tu vois, des choses comme ça. Ah, quand même. Non, c'est pas super cool. Mais il y a d'autres créatures qui n'ont pas forcément des choses aussi néfastes. Et après, ça fait pas d'eux des créatures maléfiques pour autant. Tu peux très bien imaginer dans un scénario un ogre qui vient sonner à la porte des joueurs en disant « Il m'arrive un truc affreux, j'ai envie de manger des enfants, aidez-moi, faites quelque chose. » Oui, je comprends, parce que tu peux subir aussi cette... Est-ce que tu vas lui casser la gueule, ouais. Ou est-ce que tu vas essayer de trouver un moyen, roulement de tambour, de vivre ensemble. Okay. Et voilà, et souvent ça tourne un petit peu autour de ça. Qu'est-ce que vous faites, quel est votre choix là-dedans, et donc là, quand je dis la gestion du territoire, c'est faire en quelque sorte cette police du surnaturel, parce que les incarnés, ce qu'ils ont d'intéressant, c'est que eux, contrairement aux âmes doubles, loups ou autres, ils n'ont pas l'habitude de vivre au milieu des humains. Même s'ils n'ont pas de mauvaises intentions, ils ne sont pas discrets du tout. D'accord. Et donc c'est là que les meutes souvent vont intervenir pour éviter les journalistes, pour éviter la police, pour éviter les chasseurs, pour éviter ce genre de choses. Ok. C'est la première chose. Et la dernière, pardon, je suis un peu long. Non, mais attends, on a le temps, attends, tu rigoles, pas de souci. Le fait est que, donc je vous disais, les Neuris, c'est une tribu qui vivait à 5000 ans, je crois, je ne sais plus, en Asie centrale. Et l'idée, c'est qu'il y a eu un rituel à l'époque qui a créé les lycanthropes. Oh, pardon. Mais les loups, en fait, se réincarnent. Les humains, l'humain, quand il meurt, il est mort, c'est moche. Mais le loup va se réincarner. Il se réincarne dans un descendant. Donc, on n'est pas lycanthrope en mordant quelqu'un, ou en, tu sais, cette légende qui dit en léchant de l'eau croupie dans la trace d'un loup pour une nuit de pleine lune. Ah oui, bah, je la connaissais pas, ça. Non, ça marche pas. On devient un livre d'abord parce qu'on a du sang de cette tribu des origines. Donc on va arrêter de lécher les... Faut arrêter de faire ça. Faut arrêter, stop. Ça ne marche pas. Voilà. Et donc, il faut avoir du sang de cette tribu des origines, et il faut faire son rêve de loup à l'adolescence. Il y a des gens qui ont bien le sang, mais qui ne font jamais ce rêve, parce que le nombre d'âmes loups est fini. Et ça, tu le fais jouer avec tes joueurs, ou tu le racontes en création A priori, le jeu ne le prévoit pas. Je sais qu'il y en a qui le font. En général, on commence directement avec une meute formée, et voilà. Ouais. Mais, pour rentrer peut-être plus vite dans l'histoire, voilà, dans l'action. Exactement. Okay. Mais sur le principe, effectivement, quand tu réfléchis à ton personnage, tu sais qu'à l'adolescence, il a commencé à rêver d'un loup qui courait avec lui. Et puis la nuit suivante, il en a re-rêvé. Et puis la nuit suivante, il en a re-rêvé. Et puis le loup est plus parti. D'accord. Il est resté là. Et ouais. Et c'est comme ça que tu deviens un vrai Neuri. Okay. Mais l'idée, si tu veux, c'est qu'il se réincarne. Et pourquoi c'est intéressant pour moi qu'il se réincarne ? Parce que, en fait, de temps en temps, et c'est un outil scénaristique, j'imagine, très fort,
tu es en train, par exemple, de faire un scénario avec une enquête, etc. Et d'un coup, tes joueurs tombent sur un dolmen. Et là, tu fais pouf, fondu au noir. Il y a un souvenir un peu à la Highlander. D'un seul coup, tu rencontres d'autres personnages avec le même loup. Ils ont le même loup dans leur tête. Par contre, c'est un autre humain que tu as créé toi pour le coup. Ok, compris. S'ils t'ont donné des indices, parce que parfois ça arrive, ils te disent dans une autre vie j'ai été machin, tu essaies d'être. Voilà. Mais, et évidemment, ce qui est rigolo, c'est que celui qui joue par exemple la petite vieille dame, etc., tu lui donnes une petite gamine insolente, ou celui qui joue l'alpha, un peu dur à cuire, ben là tu lui donnes au contraire, tu vois, un personnage, un lettré qui est comme ça, etc. Enfin, tu peux les propulser dans des protagonistes qui sont très différents. Des challenges RP très différents. Exactement. Et tu joues une scène qui peut être plus ou moins longue, ça peut être juste un petit truc, ou ça peut être une vraie bataille, etc. Et ça te permet de. Bon, un scénario, finalement, tu peux tout imaginer. Oui, bien sûr, tu peux tout à fait, mais typiquement, j'ai un de mes scénarios, c'est une enquête plutôt, où c'est quelque chose assez posé. Et puis quand ils font leur transe de mémoire, parce que ça s'appelle comme ça, ils sont des chevaliers à l'époque des croisades, enfin des chevaliers, des combattants, et puis plutôt un peu extrêmes si tu veux, et ils se retrouvent dans une grosse bataille, enfin potentiellement il peut y avoir une très grande bataille et avoir quelque chose d'assez très différent, très bim bim bam boum, alors c'est un intermède qui se justifie tout à fait logiquement parce on est hors contexte du scénario, sans pour autant bousculer complètement ce que sont les joueurs, puisque ça permet de les amener d'apporter vraiment de la fraîcheur tout le long de la partie. Exactement. Parce que tu vas pouvoir te propulser dans plein de situations. Et en plus, tu peux t'en servir pour d'un seul coup leur donner une information, un indice. Et bien sûr. Parce que quand ils reviennent en mode contemporain, il y a un claquement de doigts qui s'est passé, mais ils se souviennent de ça comme si c'était un souvenir qui était remonté à la surface. Du coup, ils vont pouvoir avancer avec ça. Admettons, ces séminaires qui sont là, sur lesquels ils sont tombés, et ben, ils se rappellent d'un truc qui s'est passé quand ils étaient des Gaulois, il y a fort longtemps, qu'ils ont fondé la région du Gévaudan, admettons, puisque en fait c'est une tribu gauloise qui a donné son nom au Gévaudan, les Gabales, passons. Et du coup, peut-être qu'ils ont un indice qui va les aider pour le scénario en cours. Ok. Voilà, ça, pourquoi il y a un dolmen, et par exemple, il faut chercher pour trouver, tu vois, la cache secrète. C'est super intéressant, ça apporte une grosse variété, quoi. Voilà, et donc, c'est pour ça que je te dis, dans ce vivre ensemble, etc., on a effectivement les trois niveaux, mais on a aussi une machine, je pense, à scénario et à donner du rythme, que j'ai essayé de petit à petit pour pas que ce soit, je voulais pas que ce soit, si tu veux, j'ai rien contre des jeux qui font ça, mais des jeux avec, quel est le monstre aujourd'hui qu'il faut tuer, quoi. Je comprends. Je suis un énorme fan de Buffy contre les vampires, pour me cacher, mais je voulais pas que ce soit, parce qu'il y a des autres jeux qui le font très bien. Non, parce que c'est une proposition différente que tu voulais faire. Il y a typiquement, on va le dire, Monster of the Week. Oui, j'ai pensé à ça. Excellemment ça. Où c'est, tu as un groupe d'étudiants et il y a un monstre qui arrive et il faut éliminer la menace. Et comment on fait moi, ça m'intéresse, attention, ce genre de choses. Mais c'est pas ce que je voulais là pour me. Je voulais un truc un petit peu différent. Et donc voilà, donc à la fois avoir ce truc de comment on propose des éléments de sous-texte de vivre ensemble par le biais de j'ai deux esprits, j'ai une meute avec des interactions qui sont encouragées, et puis on a un territoire à gérer avec ces histoires de créatures qui peuvent arriver, de police, entre guillemets, mais aussi, comme je te disais, les loups se réincarnent. Si ça se trouve, ils se réincarnent dans quelqu'un qui a du sang de riz, mais comme on ne sait pas trop ce qu'ont fait nos ancêtres, si ça se trouve, dans 3 villages à côté, il y en a un qui a du sang de riz, et le loup, un loup de notre meute va s'incarner là-bas. Donc il faut être vigilant sur le territoire. C'est ça, ce côté vivre ensemble, ce côté un peu... Finalement, moi j'entends quand tu me dis vivre ensemble, ça revient souvent dans la présentation de ton jeu, que les joueurs presque... J'ai l'impression qu'ils, dans les histoires que tu veux leur faire vivre, ils sont un peu garants de ça, ils essayent de maintenir ça, ils sont... C'est-à-dire que comme ils veulent d'abord pas se faire griller en tant que créature occulte, ils font attention quand d'autres sont moins discrets qu'eux, et comme ils essaient de trouver les âmes loups qui leur manquent à leur meute par exemple, ils surveillent ce qu'on appelle les potentiels, c'est-à-dire quelqu'un d'ado qui a 100 donneries, qui potentiellement peut faire son rêve de loup, mais on ne sait pas s'il va le faire. L'idée c'est d'essayer de l'identifier. En faisant ça, il s'intègre à la communauté. Je comprends. Puisqu'il la surveille, puisqu'il l'arpente, et du coup ça permet de renforcer, c'est l'idée en tout cas, bien sûr, d'essayer de renforcer cette idée de, on essaye de vivre ensemble, et peut-être que quand il se passe quelque chose, comme on est intégré à la communauté et qu'on n'est pas juste des murders robots, tu vois, on va pas simplement se dire je l'attrape et je le défonce, parce qu'il va y avoir un cadavre,
les gendarmes, ok, c'est peut-être mes potes, peut-être que je les Ah, connais, je comprends, mais ouais. quelque part, je veux pas les mettre dans la merde. C'est-à-dire que c'est pas anodin, quoi. C'est-à-dire que tu sais, tu pousses, toi, le raisonnement et dans ton jeu, tu essaies d'en tenir compte de, c'est pas rien de s'en prendre à quelqu'un, ça a des conséquences, et puis finalement, on est peut-être interdépendant, et puis ça me fait penser à, ouais, effectivement, une aventure qu'on avait vécue il y a pas longtemps, où effectivement, bon, allez, tu trucides quelqu'un, machin, et puis en fait, tu te rends compte que ce personnage que tu as trucidé, ouais, il a des enfants, et puis que, en fait, peut-être que ce personnage-là, il avait finalement, il n'en avait pas viscéralement contre toi, mais sa survie faisait que, à un moment donné, vous êtes retrouvé antagoniste, mais peut-être ses actions sont légitimes aussi, elles sont peut-être aussi légitimes que les tiennes, et puis tu peux peut-être le comprendre, et c'est vrai que tu peux pousser assez loin ces raisonnements. Après, bien sûr, tu fais les scénarios que tu veux faire. Bien sûr, oui, si tu peux tout à fait le jouer. Tu peux avoir des salopards. Qui arrive, qui est un salopard, il faut le buter, merci, au revoir. Oh, ouais. Tu peux tout à fait faire ça, mais tu as aussi cette possibilité, pour moi c'était important, de, comme tu dis, ce gars-là, ce qu'il fait, ça te plaît pas, mais par exemple, c'est le fils de ton meilleur ami. Ouais, d'essayer de dépasser le stade un peu bas du front et de penser à ce que ça implique, ce que ça signifie. Et puis au final, alors même si on joue le jeu de rôle pour se distraire et pas revivre nos vies, mais dans la vraie vie, entre guillemets, quand les gens te plaisent pas, tu vas pas les buter, quoi. Non, c'est pas facile. Ça ne se fait pas. Et sans l'interdire, parce qu'après tout, on fait bien le combat, c'est rigolo, et compagnie. Je voulais qu'il y ait un peu de ce truc-là, ça a des conséquences de quelqu'un, et c'est pas forcément la meilleure solution. Au-delà de l'éthique, même d'un point de vue efficacité pour régler un problème, c'est pas toujours la meilleure solution. Ouais, non, mais c'est clair. Et du coup, est-ce que dans le bouquin de base, Meute, ou alors peut-être dans des extensions, est-ce que tu as des propositions de scénarios qui permettent de... Alors, oui, déjà il y a un scénario, dans le livre de base, il y a un scénario qui se passe dans le Gévaudan, et autour du thème de la bête du Gévaudan. D'accord. J'ai vu une très belle carte d'ailleurs quand tu étais en partie. Dans le jeu de base, la carte c'était un du crowdfunding, si tu veux, des paliers, pardon. Il y a ce scénario-là. C'est un gros scénario, mais il n'y en a qu'un dans le livre de base. Derrière, il y a eu un petit livret de scénario qu'on trouve en PDF encore sur le site de l'EVE. Il y a deux gros scénarios dedans. D'accord. Un qui se passe encore une fois dans Gévaudan et un qui se passe autour de Provins. Après, qui dit gros scénario, parce qu'on dit un scénario, mais si derrière tu as plusieurs sessions, finalement. Oui, il a plusieurs sessions, sans doute 2 ou 3, ça dépend combien de temps tu veux. Oui, et puis souvent j'essaie d'ouvrir les conclusions. D'accord. Tu peux aller, tu vois, essayer d'aller plus loin. Et après, tu as eu plusieurs scénarios qui sont sortis dans les magazines, qui sont Sudeli et Jeux de Rôle Mag. Il y a eu des scénarios alors, qui soit de moi, soit de Romain Dussier aussi qui a écrit pas mal, et Wari Benguera. Et donc là comme ça de mémoire, il doit y en avoir un dans Jeux de Rôle Mag, et je pense qu'il y en a au moins 3. Au moins 3 dans Casus Belli, plus des aides de jeu. D'accord, oui, on a de quoi trouver. Ouais, dans les magazines surtout. Et puis, on est en retard, ça fait un moment qu'on l'attend, mais là, très prochainement, je pense au mois d'avril, on va sortir un petit crowdfunding d'abord pour réimprimer le jeu parce que le jeu est épuisé. D'accord. D'abord. Et puis surtout pour sortir Errance, qui est le supplément attendu, donc Benjamin a travaillé, on en parlait tout à l'heure, mais aussi Benoît Felten, qui est l'auteur de Dans la compagnie, Romain Dussier, qu'on ne présente plus, l'auteur de tellement de jeux, dont le dernier qu'il a sorti, c'est avec Cédric Lemaire, c'est Les Chroniques de l'étrange, qui est un très bon jeu aussi, autour de fantaisie urbaine aussi, mais plus tourné autour du kung-fu, voilà. Et, quand on vous disait que c'était varié. Exactement. Voilà. Donc Wari, Benjamin, Benoît, Wari a écrit, c'est le dernier, effectivement, Wari a écrit donc lui aussi un setting. Donc chacun a choisi une région. D'accord. Donc, on le disait, Benjamin a choisi Paris, Benoît lui a choisi les Pyrénées, Romain Dussier les Ardennes et Wari le Luberon. Donc c'est un jeu bien vivant, quoi. Et chaque setting, ils ont fait un scénar pour chacun des settings. Donc voilà, quand il ressortira, il y aura 4 scénarios de plus. Et comme il y aura un crowdfunding, on espère qu'il marchera. Il y aura probablement des scénarios en plus proposés. D'accord. Si les gens nous font l'amitié, surtout me font le plaisir d'être là, d'être présent. Bien sûr, ouais. Voilà. Et du coup, si moi je mettrai les liens pour que les gens qui sont intéressés puissent se tenir au courant et suivre tout ça. Est-ce que tu sais déjà le crowdfunding sur quelle plateforme? Est-ce que tu as déjà des informations? Non, je ne sais pas exactement. Je sais qu'il va être bientôt. De plateforme, je ne sais pas encore. Donc je ne vais pas dire de nom. Parce non, mais pas de souci. J'ai de gros. Je pense savoir sur quelle plateforme ça va être. Pour l'instant, c'est on verra. qui maîtrise on est d'accord. ce genre de choses.
Ce qu'on sait aussi, c'est qu'on ne veut pas faire un gros crowdfunding. Errance est déjà écrit, déjà illustré, maquetté ou quasiment maquetté, donc il est prêt. Et le truc, c'est qu'on ne veut pas repartir sur 6 mois de délai, si tu veux. D'accord. Donc l'idée, c'est qu'une fois que le crowdfunding sera sorti, on veut que très rapidement, le supplément arrive dans les mains. Donc il y aura quand même le temps d'impression, bien sûr, parce que c'est essentiellement l'impression qu'on va financer avec ce crowdfunding. Donc il y aura un petit temps, et donc on ne va pas proposer un gros crowdfunding avec des tas de paliers, avec des tas de choses. On va peut-être proposer, tu vois, tu me disais la carte du Gévaudan, il y a 4 cartes pour chacun des settings dans Errance. On va peut-être proposer 4 posters, tu vois, par exemple. Ouais, je comprends. Pour chaque carte. On va, comme je te disais, des scénarios, du matériel de jeu, mais on ne va pas proposer des manteaux en poil de loup, des choses comme ça. Et surtout, on veut surtout capitaliser sur du matériel qui existe déjà, ou qu'on a en tête des scénarios que j'ai déjà fait, etc., que je vais rédiger, mais pour ne pas repartir sur faire attendre les gens encore un an, si tu veux, parce qu'ils ont été très patients. Meute est sorti en 2018, comme je te disais, en septembre 2018. On est en 2023. Je pense que pour le premier supplément de Meute, on est, je veux dire, ça fait déjà une bonne attente. Donc on veut derrière que le supplément arrive vite. Donc on ne va pas faire un gros crowdfunding, ça je peux te le dire. D'accord. Non, mais je pense que c'est plutôt sain. Moi, je suis plutôt partisan de quelque chose de plus ramassé, mais maîtrisé, abouti, où on sait où on va, et pas proposer des trucs qui sont des fois plus de l'ordre du esthétique, du goodies, mais est-ce que ça sert le jeu? Est-ce que, voilà, si ce n'est nous ralentir dans la production. Après, voilà, c'est ça, c'est le temps de production, et puis bon, voilà, en ce moment, le coût du papier a explosé, etc. Donc en plus, ça pose d'autres soucis logistiques, on va dire. Et on pourra évidemment, du coup, j'imagine, lors de ce crowdfunding, pour ceux qui n'ont pas pu se procurer le livre de base, l'écran, on pourra récupérer. Alors, sûrement que, justement, à cause de ce coût de papier, il est possible que c'est peut-être pas tout à fait la même forme. C'est-à-dire que le Meute, à l'origine, tu l'achetais en boutique, couverture rigide et l'écran c'était un pack avec l'écran. D'accord. Là, je sais pas, on verra, mais il est possible que soit tu n'aies pas la couverture rigide, soit qu'elle soit une option. Ok, voilà, je comprends. Et l'écran, il sera peut-être vendu à part. Ok. C'est encore des choses qui sont un petit peu après, ce sera le même. L'un des gros enjeux, c'est quand même de ressortir le jeu. Oui, je comprends. Mais c'est un jeu, moi le nom, je l'entendais régulièrement autour de moi, c'est un nom que je voyais ressortir, et c'est vrai qu'il donne envie, parce que déjà, visuellement c'est beau, et je trouve que quand un jeu de rôle est beau, faut pas se leurrer, c'est le premier contact que je trouve qu'on a souvent avec un jeu, ça donne envie de plonger dedans, ça pousse à ouvrir, à être curieux, et ce que tu décris là, en tout cas, m'a l'air assez intéressant en termes de mécanique, d'univers, en tout cas c'est une proposition originale, je trouve. Écoute, pour le côté esthétique, c'est pas mal, c'est pas grâce à moi, pour le coup, donc je peux te parler d'Olivier tout à l'heure, qui a fait les illustrations, qui a fait l'écran, et Pierrick aussi qui a fait la maquette et la couverture de chez Jeannot Pierrimet, qui a fait tout ça. Donc le côté beau, c'est à eux qu'on doit, très très clairement, et je les remercie. C'est aussi Pierrick qui a fait la carte du Gévaudan dont tu parlais, et qui va faire les 4 autres qui arrivent. Dans Errance, donc j'ai parlé des 4 auteurs effectivement qui m'ont fait l'amitié d'écrire, et ça a été illustré par une seule illustratrice, Mathilde Marlot. D'accord. Qui travaillait, tu connais, qui a beaucoup travaillé pour Cassius Belli. Oui. Je crois qu'elle a travaillé sur Capitaine Vaudou. C'est ça. Je crois qu'elle a travaillé aussi sur Castle Falkenstein. Si d'accord. Capitaine Vaudou, ça, je pense que oui, de souvenir. Et après, oui, peut-être. Ouais, elle a fait, avec m'excuse si je dis des bêtises. Mais voilà, qui nous a fait tout un travail. En tout cas, qui est un super trait. Oui, et puis qui collait bien à Meute, où on fait c'est du noir et blanc, tu sais, on fait des choses qui doivent être un petit peu féeriques, mais pas trop non plus. Et un truc tout bête, il n'y a pas beaucoup d'illustrateurs qui savent dessiner des animaux de façon à créer des réalistes. Oui. C'est pas si simple. Voilà, des animaux stylisés. Bon, tous les illustrateurs de ce nom savent le faire quand même bien. Les animaux réalistes, c'est plus de toute façon, à trouver, et Mathilde le fait très bien. Le réel, c'est très dur, parce que le réel, en fait, on l'a sous les yeux tout le temps. Donc du coup, quand le trait n'est pas maîtrisé, on le voit de suite, ou quand c'est un peu approximatif. Alors qu'un animal fantastique, un dragon, on n'en voit pas tous les 4 matins en vrai. Oui, voilà. Donc ça laisse plus de liberté, c'est sûr. C'est vrai. Mais donc voilà, on était assez content de tout ça, mais donc il faut que ça sorte. Et là, je suis assez content de voir que ça se précise, parce que c'était un petit peu long, et ça commençait à être... l'impatience commençait à gagner, quoi. Les gens qui suivent le jeu, et puis même moi. Oui, je comprends. Après, j'imagine que c'est pas ta volonté. Non, mais c'est la vie aussi, la vraie vie qui impose ses contraintes. Tu sais, on a vu des projets qui étaient beaucoup plus en retard, ou voire qui avortaient en cours de route. Le bon côté quand même, c'est qu'on n'avait pas fait le crowdfunding encore. Les gens n'ont pas d'argent dehors en attendant. Exactement. Tu vois, donc ça c'est quand même un point important à souligner. Oui, on a été long, mais
on n'avait pas votre argent, mais là. On vous a laissé votre argent dans la poche. Rendez l'argent. Ouais. Voilà. Donc voilà, écoute. Écoute, je te remercie beaucoup. Moi, je mettrai tous les liens nécessaires pour pouvoir suivre cette actualité-là. Hein. Je récupérerai ça auprès de toi. Et puis évidemment, quand ça sortira, tout ça, moi, c'est un jeu dont j'avais la curiosité, donc sûrement que je mettrai mon nez dedans et j'essaierai de faire une partie avec des copains, des choses comme ça, parce que effectivement, la proposition, je la trouve intéressante. C'est pas que gentil, tu sais, c'est parce que le jeu m'intéresse. C'est parce que je trouve le jeu joli et intéressant. J'ai dit que le jeu est introuvable, c'est vrai, sauf en PDF. Voilà, c'est que tu vois, tu coupes court à ma question. Le PDF, alors, le PDF aujourd'hui, on le trouve en vente sur la boutique PDF de BBE, qui distribue le jeu. Donc voilà, on peut retrouver le jeu en PDF et donc le livre de base et le petit livret de scénario. D'accord. Les deux, bon, on a déjà pas mal, on a de quoi déjà bosser. Voilà, donc c'est le jeu papier là qui est compliqué. Ok. Qui est compliqué. Bon. Je dis pas que peut-être quelque part dans c'est ça, peut-être d'occasion en attendant, ou chercher dans des boutiques, dans les étagères cachées un peu. Voilà, ça c'est un petit peu embêtant. Enfin, on est fiers quelque part. Ouais, c'est sûr. Public, ouais. Mais on est très embêtés qu'ils puissent plus le faire. Je comprends. Puisque introuvable. Donc c'est vrai qu'il y a bien un jeu à le ressortir. Bon, du coup, les copains, les copines, soyez hyper attentifs parce que si vous voulez mettre la main sur la version physique, voilà, ça va passer par le financement. Donc moi, je vous tiendrai au courant de mon côté dès que j'aurai des infos. Je te remercie beaucoup. Merci à toi.